Bonjour, vous écoutez le premier épisode de Noir Atlantique, un podcast de Fania Noël produit par Kizo Studio. Dans Noir Atlantique, je suis en conversation avec des militantes, universitaires, artistes ou auteurs, autrices noires d'Afrique, de la Caraïbe ou dans la diaspora. Des personnes que j'ai rencontrées en France, au Canada, en Haïti, aux États-Unis ou sur les internets où les nombreux événements militants parlent de lutte, de mobilisation, de culture, de ce qui fait le commun des luttes noires, d'être noir, mais ce qui fait aussi les particularités et la contextualisation. Pour ce premier épisode, on va parler de la perception du racisme et des mobilisations en mettant en miroir la France et le pays des bisounours avec le premier ministre super cool qui a des super chaussettes, qui est super gentil et qui me pleure même et qui est tellement mignon et gentil, Justin Trudeau. Vous avez compris, on va parler du Canada où beaucoup de personnes racisées qui sont françaises vont pour le racisme en France. Il n'y a pas un Canada, mais deux Canadas. Il y a le Canada francophone et l'anglophone. Et la différence des types et modalités d'organisation est assez palpable et aussi des communautés. Je reçois une militante, autrice noire canadienne que j'ai rencontrée en 2017 à Montréal grâce à mon amie Marlène Lopez, une autre militante afroféministe. Son dernier livre, Noir sur surveillance, sur la politique raciste du Canada envers les Noirs, et a été plébiscité tant par les militants que par la critique. Et elle a même une préface de Angela, une œuvre vraiment importante pour comprendre comment se déroule le racisme anti-noir dans un pays qui est perçu comme le pays du sirop d'érable et de Davy Crockett et tout gentil. Elle vit maintenant à Toronto, donc dans le Canada anglophone. Bonjour Robin Ménard, comment tu vas? Bonjour, là ça va bien, je suis très contente d'être avec toi, avec vous autres dans le monde militante noire francophone aussi. Ça fait un petit bout à cause que j'ai déménagé de Montréal, ça fait quelques années. Est-ce que tu peux te présenter, Robin? Oui, c'est sûr. Alors, comme tu as nommé, je suis une autrice de Noir sous surveillance, esclavage, répression, violence d'État au Canada. Ça, c'est un livre qui trace vraiment l'existence du racisme anti-noir, spécialement structurel en Canada, jusqu'à le temps d'esclavage au présent. Alors, dans les institutions comme la justice criminelle, la protection de la jeunesse dans les écoles, où on peut voir vraiment le racisme anti-noir qui est vraiment congelé vraiment dans cette institution, tu me comprends? Yeah, je vois très bien comment c'est vraiment ancré et comment c'est constitutif de l'institution pénitentiaire et de la police. C'est ça, et aussi, mais pas juste dans la police, là, tu sais, c'est vraiment aussi congelé, comme tu as dit, dans les écoles aussi, qui peut être comme les mini-espaces de surveillance pour les enfants. Dans la protection de la jeunesse, où on voit la surveillance des familles noires, où on voit l'appréhension des enfants noirs, la surveillance des mamans noires qui sont pauvres. Alors, c'est vraiment de tracer toute, tu sais, comme on dit en anglais, the afterlife of slavery dans les institutions de l'État, largement. Alors, ça, c'est une des choses que j'ai fait. Je suis aussi présentement à l'Université de Toronto et je fais une PhD là-bas. Puis, je suis écrivain. Je suis en train d'écrire un autre petit livre que je pense va être fini très bientôt. Et cet été, pendant toutes les... Tu sais, il y avait un gros renouvellement d'activisme, de militantisme noir en Canada, et j'ai assisté à Black Lives Matter Toronto à créer une site web, defundthepolice.org, qui crée vraiment une base de comment soutenir la lutte pour défendre pour l'abolition de la police. Alors, ça donne beaucoup d'informations sur les budgets de toutes les différentes villes en Canada, dans les États-Unis, les budgets policiers et ça démontre comment on pourrait pousser pour arriver à l'abolition au Canada. C'est-à-dire que c'est un peu en lien avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, mais au Canada. Donc, c'est une plateforme où on peut trouver des ressources pour comment on peut appuyer ce changement de politique publique. C'est ça, et ça explique vraiment aussi comment
la police est une force de violence raciale, de violence de genre, et comment on peut vraiment pousser pour une société sans la police pour avoir une sécurité réelle. Super. Merci pour cette présentation, c'est extraordinaire, en fait, tout ce que tu fais. Et quand je t'ai rencontré, c'était à Montréal en 2017, où tu travailles beaucoup sur les questions de prison, les femmes noires en prison. Je parlais du racisme au Canada, qui est perçu comme le pays des bisounours, moins violent que son voisin états-unien. Bon, c'est pas très difficile d'être moins violent que les États-Unis en termes de mortalité, de létalité du racisme, surtout par la police, et laissant plus de place, par exemple, aux communautés et au communautarisme, comme on dit en France, là, notamment au Québec. C'est-à-dire que quand on va au Canada, on se dit, c'est pas aussi, on est en Amérique du Nord, mais c'est pas violent comme les États-Unis. Mais quand on est au Québec, on est aussi dans un espace francophone, mais c'est pas aussi anti-communauté, anti-communautarisme que la France. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes noires, arabes, qui quittent la France, qui vont habiter au Canada pour pouvoir des choses aussi simples que porter leur voile au travail, etc. Même si le Québec a vu une inspiration française du laïcisme et de la laïcité et contre les islamophobes, très très inspiré de ce qui se passe en France, vraiment très inspiré. Comment tu peux expliquer que le Canada, qui est un pays qui est issu, le Canada tout entier, c'est-à-dire même le Québec, là, qui est un pays qui est issu d'un génocide quand même, d'un génocide des personnes autochtones, et de l'esclavage aussi, qui a profité de l'esclavage, de l'exploitation, qui est un pays raciste, a réussi ce grand bluff de se faire passer pour vraiment le pays c'est extraordinaire, Justin Trudeau il est trop bien, c'est vraiment le pays, le racisme n'existe pas, on est gentil, il n'y a pas de conflictualité, il n'y a pas d'antagonisme, tout est merveilleux. Comment le Canada a réussi à faire ça? Mais ça, c'est une super bonne question, et je pense que c'est important à comprendre que une manière que les Canadiens ont créé leur forme de nationalisme, de patriotisme, c'est lié à l'idée d'un pays qui est plus bénévolent que les États-Unis, spécialement. Donc bénévolent, dans le sens qu'il est un pays beaucoup plus apaisé, beaucoup plus pacifique que les États-Unis. C'est ça, c'est parti d'une idéologie, mais faut comprendre que c'est une idéologie exactement ça, ce n'est pas la réalité structurelle. Alors même s'il y a un sentiment dans les Canadiens, spécialement les Canadiens blancs, qui vivent dans un pays qui est meilleur que les États-Unis, c'est seulement possible si on efface toute une historique et toute une présence des réalités des personnes noires en Canada qui ont subi l'esclavage, qui ont subi l'impérialisme du Canada dans les pays comme Haïti, comme tu connais, dans les autres places. Alors, c'est seulement possible si on a vraiment une compréhension de l'histoire qui efface tous les actes de racisme qui sont fondamentalement partie du pays. Alors, on peut voir, comme un exemple, le Canada a une longue histoire de se nommer comme la place, on se dit, the end of the Underground Railroad, où les esclaves ont couru de les États-Unis en Canada dans les années... Mais c'est resté ça, Robin, même dans les films. Dans les films, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, genre aux États-Unis, une catastrophe politique, c'est-à-dire que tu peux voir plein de films de science-fiction où il y a un État totalitaire, par exemple dans The Handmaid's Tale, où il y a des États totalitaires, tout le monde essaye de fuir au Canada, de passer la frontière au Canada. À chaque fois que dans les dystopies hollywoodiennes, où il y a une un renversement pour aller vers un fascisme beaucoup plus exacerbé aux États-Unis, tout le monde est là en disant il faut passer la frontière canadienne, et le Canada est le super pays voisin où il faut aller. C'est ça, mais ici on comprend que oui, il y avait un temps à propos 30 ans où c'était réel. On voit aussi qu'il y avait 200 ans au Canada, mais les colonies qui sont devenues Canada, où l'esclavage était légal, était pratiqué, où les enfants noirs étaient... what's the word? Sorry.
kidnappés. Sold away oui. from, c'est ça. Tu sais, séparément de leurs parents, c'est une manière de violence raciale qui était partie de qu'est-ce qui est maintenant Canada pour 200 années. Alors, si on focus seulement sur 30 années, juste parce que l'esclavage a fini 30 ans en avant des États-Unis, ça fait qu'il y a quand même il y a un gros effacement de l'histoire, tu comprends? De focuser juste pour ces 30 ans. Et là, ça fait qu'on va toujours dire que le Canada est meilleur que les États-Unis, mais on ne regarde pas sur les faits réels sur le terrain ici. On voit que, par exemple, en Toronto, il y avait juste une étude qui a sorti qui a démontré que les personnes noires sont 20 fois plus souvent tuées par la police avec un fusil que les personnes blancs en Toronto, par exemple. Où on voit que les personnes noires sont 3 fois plus surincarcérées dans les prisons en Canada que les personnes blanches. Les personnes autochtones, c'est même les taux plus hauts. On a les places où les femmes autochtones sont, par exemple, plus que 60% de la population de prison. Alors, on voit que même si les historiques de génocide sur les personnes autochtones, de l'esclavage sont vraiment parmi toutes nos institutions, c'est juste une manière de distraire, de toujours regarder vers les États-Unis. Et je trouve que tout partout dans le monde, on voit la même chose. On voit en Brésil, par exemple, il y a tellement une population, tu sais, où presque même plus d'esclaves étaient pris de l'Afrique que les États-Unis, mais on voit toujours que c'est comparé. On n'a pas les issues raciales comme dans les États-Unis, mais on voit que les personnes noires en Brésil luttent contre un génocide. Tu comprends? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de mondial à toujours regarder aux États-Unis pour ignorer locaux, oui. En France aussi, ça se passe comme ça. En fait, c'est comme si les États-Unis et le repoussoir en disant « Ah, mais au moins on n'est pas les États-Unis, au moins on n'est pas les États-Unis, au moins on n'est pas les États-Unis », ce qui permet d'éviter la question chez eux, parce qu'en fait, ce qu'ils disent dans « Au moins on n'est pas les États-Unis », c'est que, en fait, dans chaque contexte, le racisme, la suprématie blanche se reconfigure de manière différente en fonction de l'histoire, des communautés, etc. Donc ça veut dire que le racisme aux États-Unis est inscrit dans un historique de la création de ces nouveaux États, de cet État tout neuf, mais les gens qui sont allés, qui ont créé les États-Unis, ils ne sont pas partis de nulle part, hein. Ils sont sortis du même espace géographique que les autres, c'est-à-dire l'Europe, qui a créé la suprématie blanche, et les États-Unis sont peut-être un des meilleurs élèves, mais ils viennent de quelque part. Et là, tu vis maintenant dans la partie anglophone. Avant tu étais au Québec. Et j'ai eu l'impression, je ne sais pas, maintenant que tu es dans la partie anglophone, à Toronto, comparé à Montréal. Moi, quand j'habitais à Montréal, j'ai eu l'impression qu'il y avait une difficulté de s'organiser pour les Noirs en dehors des organisations par nationalité. C'est-à-dire, je ne parle pas des organisations haïtiennes. Les Haïtiens sont très nombreux au Québec, donc ils s'organisent, les Rwandais aussi, etc. C'est-à-dire pour les Noirs en dehors de l'organisation par nationalité et en dehors des choses très institutionnelles. C'est-à-dire que c'est beaucoup calqué sur le modèle qu'on appelle le modèle québécois de l'organisation communautaire, avec une production d'événements et d'actions qui sont assez les mêmes que... Moi, je travaille dans une organisation qui s'appelle la Fédération des femmes du Québec, donc qui sont assez les mêmes, on voit assez les mêmes, c'est-à-dire qu'on sort des notes, etc., très institutionnalisées, et où, c'est-à-dire, même si c'est pas institutionnalisé, très proche de l'institutionnalisation, c'est-à-dire, il faut sortir des déclarations de presse, on signe des tribunes. Et il y avait aussi la question de cette affaire de français, de francophonie et d'indépendantisme. C'est-à-dire que moi, j'étais de l'extérieur, hein, je ne suis pas canadienne, je ne suis pas québécoise, etc. De l'extérieur, en tant que militante noire qui s'inscrit dans un politique de Black Liberation, moi, j'ai trouvé ça bizarre et un peu choquant de voir qu'il y avait des militants noirs qui se réclamaient, genre, indépendantistes du Québec, ou etc. Parce que moi, je me suis dit... je sais pas, entre militants noirs, avoir un énième État-nation blanc, je pense que on a assez d'États-nations blancs sur Terre, on n'en a pas besoin d'un nouveau, tu sais, genre, on n'a pas besoin d'un nouveau État-nation blanc qui va suivre les principes de l'Occident, etc., et qui va faire son truc. Donc j'étais un peu, ça me paraissait pas
enfin ça me paraissait en contradiction de ça, mais qu'il y avait comme une injonction qui était faite aux militants noirs, aux organisations noires, pour avoir le droit de dire qui militaient contre le racisme, il fallait qu'ils disent en préambule, first thing all, mais on est québécois et on est pour l'indépendance du Québec. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant on va parler du fait du racisme. C'est comme s'il fallait que tu dises ça pour être autorisé ensuite à militer ou à dire un truc sur la condition noire ici au Canada, sachant que le Canada et surtout le Québec, c'est un pays vraiment, vraiment, vraiment bizarre, parce que les gens, ils s'appelaient les nègres blancs, là, vraiment... ça m'est resté en travers de la gorge, c'est pire que politically black. Sachant que ce qu'on sait de l'histoire du Canada et du Québec, donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça bizarre. Et toi qui as fait les deux cadres, mais que tu viens de la partie anglophone, à la base tu viens de la partie anglophone du Canada et qui a passé beaucoup de temps à Montréal, comment tu expliques la différence et comment tu expliques et quelles sont pour toi les différences majeures entre le mode d'organisation pour les organisations grassroots, je veux dire, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, dans la partie anglophone et dans la partie francophone. C'est quoi les différences majeures et est-ce que tu penses que c'est lié aussi au contexte de l'antagonisme qu'il y a entre la partie, le fédéral et le régional, là, le Québec, qui fait que les militants noirs ils sont pris entre deux, parce qu'en fait, souvent pour... obtenir ce qu'ils veulent, c'est le fédéral qui s'assure que le Québec fait pas tout comme la France là et s'en va pas surtout sur la liberté, par exemple les signes religieux. Il y a heureusement qu'il y avait le cadre fédéral pour éviter que le Québec sombre quand il y avait le débat là sur la charte la charte des valeurs là. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu vois comme différence notable entre la partie anglophone et la partie francophone en termes de mode d'organisation? Mais je dirais que je pense que c'est une super bonne question. Je veux aussi juste nommer le fait que je vois qu'il y a une grosse différence culturelle entre, par exemple, le Québec et le reste du Canada. Mais je veux juste aussi nommer que qu'est-ce que j'ai réalisé quand j'ai fait la recherche pour Noirs sous surveillance, c'est que même si je vivais à Montréal, une réalité très différente de comment je pouvais organiser, comment je pouvais nommer les réalités publiquement, par exemple, il y a beaucoup moins d'espace, je dirais. Si on regarde à l'effet de qui est tué par la police, qui est abattu par la police, de comment les jeunes sont poussés de l'école vers la prison, de comment on est surveillé dans les espaces publics, privés. Ces choses, on peut voir, sont, quand on peut sortir les nombres, parce que le Canada ne donne pas souvent les nombres publics basés sur la race, mais sont très comparables. Alors, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, même si je dirais qu'il y a une culture de suprématie blanche dans les deux parties du pays, mais différemment. Alors là, je voulais juste nommer ça avant que je me lance un peu dans les différences, juste pour dire que, mais on marque partout un peu la même manière, mais comment on organise est très différent et c'est organisé différemment à cause de la différente culture. Jeunes comme Jethro et Jonathan sont encore plus souvent interpellés. Le service de la police de Montréal ne tient pas de statistiques sur ces interventions par ethnie ou par race. Mais un rapport interne de 2007 indique qu'à Montréal-Nord, cette année-là, 40% des jeunes hommes noirs avaient subi au moins un contrôle d'identité. Seulement 6% des jeunes blancs avaient eu un tel contrôle. Vous êtes noir, vous comptez à Montréal-Nord. Est-ce que vous êtes d'accord quand les Noirs disent « ils nous arrêtent plus, nous, parce qu'on est noirs » ? C'est plus un profilage vestimentaire. Profilage de comment la personne agit envers la police. Ça va, man? Je ne pense pas que systématiquement, on va aller le voir parce qu'il est noir. On va là parce qu'il y a un contexte. Je suis surpris quand la police m'arrête pas une journée. Vous êtes arrêté régulièrement? Régulièrement. Vous dites des fois 3 fois par jour? Ah oui, 3 fois par jour. C'est pas une exagération? Non, j'exagère pas. Mais pourquoi? Mais parce que je suis noir, je suis gros, puis je porte une casquette. Je roule une caisse. Puis je roule en camion. So, je dirais qu'une des choses que j'ai réalisées tant que militante et autrice en Québec, spécialement que j'ai déménagé, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espace
pour s'organiser, pour même nommer comme les communautés noires à Montréal. Qu'est-ce que nous, on a souvent réalisé, c'est que, comme tu as nommé un peu, il y a tellement de pression de se dire, de se nommer québécois. C'est tellement... très souvent, quand il y a le radicalisme noir, même si c'est par les communautés qui ont les longues histoires à Montréal, on dit que c'est toujours les personnes qui ne sont pas québécoises, alors il n'y a pas de valeur. À cause qu'il y a tellement un mouvement nationaliste de Québec qui se nomme comme comme un pays colonisé, comme ton ami qui se nommait comme les nègres blancs de Canada, mais qui, alors, une place qui a vraiment un sentiment d'être comme le underdog, comme une partie colonialisée, mais on voit quand même pas souvent une solidarité avec le monde qui a été colonisé par la France, notamment les personnes autochtones qui se vivent en Québec, ou une solidarité avec les personnes noires, qui sont les vrais noirs de Canada. Alors, on voit qu'il y a une manière de prendre cette manière d'être quelqu'un colonisé, ou un esclave, mais il n'y a pas une solidarité avec les personnes qui ont vraiment vécu ces histoires d'une manière beaucoup plus extrême et qui les vit toujours exactement, à ce les temps-là. répercussions. Donc, en fait, c'est comme s'ils prenaient le monopole, là, de nous, on est les vrais colonisés, etc., mais vous, non. Et en plus, moi, je trouve que c'est la... Enfin, qu'il y a je sais pas, comme une dissociation de se dire colonisé sur des terres qu'on a volées à des gens. C'est genre... c'est genre, what the fuck? Ça. Alors, c'est très intéressant et alors, ça fait que tu es un peu coincé dans la manière que tu peux parler, que tu peux nommer. Et quelque chose que j'ai réalisé, qu'il n'y a tellement pas d'espace dans le domaine public de nommer le racisme anti-noir parce que c'est vu comme une critique de Québec qui est faite par ailleurs. Tu comprends? Alors, c'est important. Et parce qu'il y a aussi la dynamique où les anglophones canadiennes se pensent supérieurs de Québec. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, tu sais. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu es une communauté noire qui vit là, il se fait comme tu es une des personnes privilégiées anglophones de quelque part blanc. Mais c'est pas la même réalité que les personnes qui subissent l'exploitation, le racisme en Québec. Alors, une expérience que moi j'ai vécue, par exemple, c'est que je voulais faire la sortie de livres noirs sous surveillance à la Bibliothèque nationale. Et puis, c'était tout booké avec mon publisher et tout ça. Mais finalement, la madame, elle a appelé, je pense qu'elle a fait un petit Google de mon livre et elle a dit, mais excusez-moi, on pensait que c'était un livre d'histoire, mais nous, on ne peut pas soutenir la cause des Noirs à la Bibliothèque nationale. Wow. Tu me comprends? Alors, ils ont finalement, je les ai convaincus de ne pas annuler, mais ils ont presque annulé un lancement de livre parce qu'ils trouvaient que c'était trop associé avec la cause des Noirs, qui est tellement vue comme une histoire séparée de Québec, même si c'est un livre qui est à propos de Montréal, Toronto, de toutes les villes, tu sais, en Canada. Alors, je dirais que il y a plus d'espace pour parler à propos de nommer le racisme anti-noir dans le restant du Canada. Mais quelque chose que aussi j'ai réalisé que je pense que c'est important à nommer dans le Canada anglophone, parce que je pense souvent c'est facile de faire comme une démonisation de Québec, comme il y a comme la place la plus raciste. Mais qu'est-ce que je vois avec Justin Trudeau, le premier ministre en Canada anglophone, avec notre maire John Tory, c'est eux, en Canada anglophone, ils se prononcent contre le racisme, ils se prononcent choqués. Tu sais, c'est comme ils sont choqués, ils donnent l'apparence. Oui, ils font des prestations, des performances. C'est très performatif. C'est genre, ils sont bons dans. Le Premier ministre Trudeau qui fait qui fait ses larmes. Moi, ça m'a toujours paru, parce que le Canada, c'est cette histoire de grand bluff qui est pas raciste, le Québec pas raciste, personne n'est raciste au Canada, mais aussi comment Justin Trudeau, il est vu comme un outsider, sorti de nulle part, il est jeune, tu vois, genre, comme si c'était un truc. Et moi, quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit, mais il y a
il n'y a pas l'aéroport qui s'appelle comme lui. C'est-à-dire que la première fois que je suis arrivée à Montréal, il y a un aéroport qui s'appelle Trudeau. Après, je me dis, bon, il y a des hasards, mais je ne pense pas que si lui, il vient d'une famille qui peut donner le nom à un aéroport qui sort de nulle part et que c'est un miracle qu'il soit Premier ministre et que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je dirais que le restant du Canada est meilleur à se nommer contre le racisme et continuer à nous mettre en prison, de nous tuer à la main de la police, mais la déguiser comme beaucoup plus c'est plus comme, même si c'est comme dans tu comprends? les endroits liberal aux États-Unis. C'est-à-dire comme à New York. À New York, ils adorent se déclarer contre le racisme, mais continuer le policing avec, dans le métro, dans le bus. Mais s'il y a 2 endroits aux États-Unis où c'est les champions des déclarations contre le racisme, des stickers, etc., c'est bien New York et comment ça s'appelle, et San Francisco. C'est-à-dire, c'est vraiment les endroits, tout le monde a un petit sticker, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Là, à New York, dans le quartier où je suis, il y a un deli, un petit supermarché, où il y avait une vidéo qui était sortie où le propriétaire, le supermarché appartient à un Palestinien, le propriétaire avait attrapé un jeune homme noir, il avait mis son genou sur son cou, vraiment une vidéo extrêmement violente, il allait l'étouffer, etc. Donc il y a eu plein de manifestations devant, en mode c'est boycott, etc. Et le truc, c'est qu'il a laissé le temps passer et après, il a juste mis un sticker Black Lives Matter sur sa vitrine 3 semaines plus tard. Donc, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est exactement ça, comme on peut voir, par exemple, en Québec, c'est très difficile de même forcer les personnes élues de dire les mots racisme systémique. C'est comme, on peut pas même la nommer. Mais en Toronto, on la nomme le maire qui se dit qui est contre le racisme systémique anti-noir même. Mais par contre, quand on voit les grosses démonstrations contre la police, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met plus de fonds à la police, mais en même temps qu'il dit qu'il est contre le racisme systémique anti-noir. Yeah. Tu comprends? Alors, c'est vraiment une manière d'élaborer quelque chose de différent en tant que faire la même chose, garder une économie qui est basée sur l'exploitation des personnes noires, des personnes autochtones, de toujours garder la même sortie de violence, mais juste parler de cette réalité différemment. Alors ça, c'est qu'est-ce que je vois. Et ça fait une différence quand même culturellement. Mais si on voit dans les manières structurelles, on voit qu'on a vraiment... pour les personnes noires, je dirais pas qu'on a 2 Canada en tant que ça. Et je voulais savoir sur l'organisation, parce que est-ce qu'en termes d'organisation grassroots, noire, il y en a plus au Canada anglophone, au Canada francophone? C'est quoi la différence? D'après toi, c'est lesquels qui font le plus d'impact? Mais là, je dirais que il y a moins d'espace, comme j'ai nommé, il y a un peu moins d'espace culturel pour parler à propos de le racisme en Québec. Et je pense qu'il y a un effet réel sur la manière qu'on peut organiser. Alors, je dirais qu'il y a toujours les groupes grassroots comme Black Lives Matter Montréal à son moment. Moi, j'étais partie d'un groupe qui s'appelait Montréal Noir, par exemple. Mais c'est très difficile de vraiment créer quelque chose de puissant parce que, tu sais, si on est dans une place où on ne peut pas nommer le racisme systémique, c'est très dur à être pris au sérieux de vraiment comme, tu sais, même pour les médias, de comme regarder à ce qui arrive, par exemple, c'est très difficile si on a comme une population qui ne croit pas qu'il y a de la racisme et qui est toujours présentée publiquement par les médias, etc., comme les étrangers de dehors qui veulent être comme les États-Unis. Oui, il y a vraiment ce truc en France, ils disent aussi ça, c'est-à-dire dès que tu parles de racisme, oh mon Dieu, c'est des luttes importées des États-Unis, comme si c'était pas la France qui allait coloniser la moitié du monde et esclavagiser la moitié du monde. C'est vraiment créer, en fait, c'est faire que ce soit toujours un problème nouveau, c'est-à-dire que
en 2020 c'est nouveau. Mais si en 1803 il y a Napoléon qui rétablit l'esclavage et qui nomme les Noirs les nègres, c'est que c'était pas nouveau. C'est-à-dire que il y a vraiment ce processus historique de à chaque fois vouloir nous faire recommencer. C'est-à-dire faire comme si en fait c'est nouveau, c'est nous les millennials. Alors qu'il y a eu un mouvement qui s'appelait la négritude, alors que par exemple pour les afroféministes, il y avait des mouvements dans les années 80 de femmes noires qui s'organisaient contre le racisme et le sexisme, donc c'est pas nouveau. Que les luttes colonialisme, etc., qu'on peut penser à même Anténor Firmin qui avait sorti le livre sur l'inégalité des races en réponse à Gobineau, donc ça ne peut pas être une question nouvelle. Si on regarde dans les histoires et qu'il y a cette conversation qui va, une conversation qui va dans un sens plus que dans l'autre, vu que eux dans leur sauce c'est pour prouver que non, on n'est pas humain, donc ça ne peut pas être une question nouvelle. Un État comme la France qui produit un document qui s'appelle le Code Noir ne peut pas dire en 2020, ah non, les questions noires, c'est une question nouvelle. Vous avez écrit un document juste pour savoir comment régir la vie de nos ancêtres. Donc, on n'est pas une question nouvelle et je pense qu'il y a vraiment un processus historique et politique, stratégique, de vouloir altériser encore plus. C'est-à-dire, en plus d'altériser nos conditions dans des espaces, on altérise même les revendications politiques. C'est-à-dire les trucs importés. Et moi, ce qui me fascinait avec le Canada, surtout le Québec, c'est quand les gens ils disaient oui, mais ça c'est des questions importées des États-Unis, alors que techniquement, enfin d'un point de vue de quelqu'un qui a grandi en France, etc., pour moi, le Québec, c'est des Nord-Américains qui parlent français, parce que la façon de voir le rapport à l'argent, à la banque, au capitalisme, ça ressemble beaucoup aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a les rapports au service public, à ce que c'est que le fait d'être libéral. Il y a vraiment une conception qui est très américaine. Et pour moi, le Canada, c'est un pays qui suit vraiment toutes les politiques des Américains en termes de politique étrangère. Donc, je veux dire, en fait, vous importez beaucoup de trucs des États-Unis et ça ne vous dérange pas. Mais ça, non. Ça, c'est trop. Et même le fait que, comme c'est pas juste la culture des États-Unis qui est importée, mais la pratique de profilage qui a été vraiment explosée en Canada dans les années 80 et 90, après ça, était actuellement importée, comme les personnes dans la police ont été traînées par le DEA dans les États-Unis, qui est comme les personnes comme la création du profilage racial moderne qui a été un peu renouvelé dans les années 80. Les policiers canadiens ont été traînés dans les mêmes pratiques de profilage par les États-Unis, avec les États-Unis. Alors, tu comprends? C'est importé par exprès. Mais là, on dit que les arguments contre le profilage racial, contre les bavures policières sont importés. Mais c'est pas, on a les mêmes manières, même si c'est pas identique, de surveiller les populations noires par exprès. Et aussi, comme il y a une collaboration même, comme il y avait beaucoup de monde qui croisait la frontière, beaucoup de personnes noires qui ont croisé la frontière des États-Unis au Canada dans les dernières années, comme plus que 10 000, les personnes de Nigeria, les personnes d'Haïti. Alors, le Canada a travaillé avec les États-Unis pour assurer que les personnes ne venaient pas... Oui. Pour dire aux communautés haïtiennes dans les États-Unis de ne pas passer la frontière. On a même travaillé avec les États-Unis pour faire que les personnes de Nigeria ne pourraient pas entrer les États-Unis pour qu'ils ne pourraient pas venir à Canada. Alors, tu comprends qu'il y a une vraie collaboration anti-noire entre les deux pays, mais quand même, après ça, Canada se prend... Canada et le Québec aussi, il y a tellement un déni que nos discours sont importés, tu sais, mais leurs pratiques sont importées et pas même importées en collaboration. Plutôt cette attitude du Premier ministre canadien Justin Trudeau en conférence de presse. Il était interrogé sur l'actualité américaine et la gestion de Donald Trump. Écoutez. Nous assistons tous avec horreur et consternation à ce qu'il se passe aux États-Unis. Le temps est au rassemblement, le temps est aussi à l'écoute. Le temps est venu pour nous, Canadiens, de reconnaître que nous aussi avons nos défis. Que les Canadiens noirs, les minorités canadiennes subissent des discriminations tous les jours.
C'est un chapitre sombre de notre histoire, souvent méconnu des Canadiens. Quand je suis parti pour la première fois pour le pensionnat, ma mère préparait avec soin ma petite valise. J'avais 6 ans pour ce premier voyage. Cette voix, c'est celle de Marcel Petitcouet. À 62 ans, il raconte sa vie au pensionnat. Car ici, à Wemotaci, 205 enfants ont été envoyés dans ce qu'on appelait les pensionnats indiens à partir de 1955. Ils faisaient partie des 150 000 enfants autochtones à travers le Canada, à être placés de force dans ces institutions gérées par l'Église. Comment tu vois, toi, qui es du Canada, quelle image que tu as de la négrophobie, du racisme anti-noir en France, par exemple, différemment du Canada, et de l'organisation? C'est-à-dire, en étant loin au Canada, qu'est-ce que tu vois de comment les Noirs en France s'organisent? Mais je dirais que quand j'étais en Québec, spécialement, je voyais vraiment il y a une similarité dans la manière, spécialement où les féministes noirs ne sont pas pris au sérieux dans la culture. Alors, quand je t'ai rencontré, par exemple, et j'ai comme lu, tu sais, votre livre de Moissy, et qu'est-ce que nous, on vivait aussi, je pensais qu'il y a une manière française, dans France et dans Québec, qui est très similaire à minimiser, à vraiment même rire de les issues que nous on se nomme. Alors, je dirais que j'ai vu comme une vraie similarité entre la manière dont nos organismes sont traités un peu comme doublement, like a threat, tu sais, mais aussi et aussi ce n'est pas plus. Et oui, en même temps, c'est-à-dire en même temps c'est dangereux, mais en même temps c'est pas important. C'est-à-dire c'est quelque chose de tellement très très antagoniste. Et après on voit le moment de bascule, comme par exemple avec Moissy, quand le festival Nuit en Sapo a tellement été levé de bouclier et que notre organisation, qui était au début vue comme où il y avait beaucoup de discours comment ça s'appelle, dismissive, de juste dire non, on passe ça à la trappe. Et après on a vu un changement mais en fait non, vous êtes dangereux parce que vous divisez ou parce que vous impliquez, etc. Et vous êtes sournois parce que vous utilisez un truc qui est bien, le féminisme. La question raciale, c'est pas bien. Mais le féminisme, c'est bien. C'est bien juste de manière pour les petits trucs, mais pas pour les grands trucs. Et il y avait vraiment ça, c'est-à-dire que le discours a vraiment changé. Mais si on parle de ce que tu vois depuis le Canada, de ce qui se passe en France, qu'est-ce que tu dirais des différences majeures que tu vois avec l'organisation des Noirs au Canada et celle en France, de ce que tu vois comme ça, ton ressenti? Mais laisse-moi penser, comme je regarde au loin, tu sais, de la lutte de Assa Traoré, de sa frère Adama Traoré, et je vois là qu'il y a mais tellement une similarité de manière, tu sais, mais on lutte pour nos vies, là. On lutte pour nos vies, pour nos mondes qui ont été pris de nous, qui ont été volés de nous, leur vie détruite, de manière qui est tellement silencée, comparée à, par exemple, les États-Unis, tu sais, à cause de les choses qu'on a nommées. Mais les différences... mais je dirais que qu'est-ce que je vois, peut-être c'est parce que je suis votre travail, mais je vois qu'il y a tellement une voix forte de féministes noires qui sort quand même, tu sais, même sur un État qui veut la silencer, même sur une culture qui veut la silencer, je vois qu'il y a une afroféminisme qui est tellement puissante qui sort... même à cause de toutes ces choses. Et je dirais que... Mais on a la même chose en Canada. C'est très... Le Black Lives Matter, par exemple, c'est très féministe dans ses bases, c'est très féministe dans ses memberships, dans la lutte, mais quand même, quand on se voit de comment se représenter, c'est pas perçu souvent que c'est comme un mouvement féministe. C'est comme le féminisme est exorcé de comment la public se voit. C'est même si c'est vraiment l'idée par les personnes noires, les personnes queer et tout ça. Et peut-être c'est à cause de se nommer vraiment comme afroféministe en France qu'on voit qu'il y a tellement plus une clarité de c'est quoi la politique et c'est qui milite
vraiment. Alors, je dirais que ça, c'est quelque chose que je vois un peu différent. Même si ici, je dirais que le mouvement est très, très afroféministe dans ses politiques et comment que ça se fonctionne, mais quand même, si on la parle... dénomination, il faut... le mot, il est important, la nomenclature, dire, etc. Parce que je pense que même si une organisation est gérée en majorité par des afroféministes, de toute façon, en France, par exemple, beaucoup d'organisations noires ou beaucoup de projets menés par des noirs, majoritairement, c'est des femmes qui sont dedans. Il y en a qui peuvent être féministes, il y en a qui ne sont pas féministes, il y en a qui sont afroféministes, etc. Mais je pense que la différence de dire que cette organisation est afroféministe, c'est vraiment dire, en fait, c'est un sujet particulier. C'est-à-dire le sujet politique central de notre lutte, et on le spécifie et on dit qu'il est particulier. Les sujets politiques centraux de nos luttes sont particuliers et ça permet de faire des allers-retours. C'est-à-dire que quand on a une organisation qui est afroféministe, qui prend une position contre, par exemple, contre la police ou contre la prison, ou pour dénoncer le fait que les ministres veulent réprimer les gens pour le harcèlement de rue. Le fait que ce soit une organisation qui est nommée afroféministe, ça a un autre poids en termes de, je sais pas comment te dire, de déclaration. Dire c'est une position afroféministe contre la prison, contre le policing, contre la police. Donc c'est une position qui est pas juste pour que les agresseurs ils sont libres, mais c'est une position qui prend en compte que les luttes contre le patriarcat ne peuvent pas se faire dans une alliance avec le système carcéral. Et ça dit quelque chose d'autre que quand c'est une organisation noire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une déclaration politique et d'un statement politique qu'ont fait nos positions afroféministes contre la prison ou sur certains sujets, qui dit beaucoup de la position sur la question raciste, mais aussi de la position de quel type de féminisme, comment on va au-delà de l'État et comment on va au-delà de l'État carcéral. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort là-dedans. Tu sais, spécialement quand on vit un moment où le féminisme genre majoritaire, je dirais, c'est toujours, tu sais, mais tu comprends, c'est toujours divorcé, c'est très souvent divorcé des besoins, des luttes des afroféministes, c'est ça. Alors, je trouve que prendre cet espace, créer plus d'espace, par contre, pour lutter exactement comme tu nommes, contre le féminisme carcéral. Alors, dernière question avant de se quitter, enfin, pas dernière suggestion. Alors, si tu avais un livre, ça s'appelle Noir Atlantique, comme The Black Atlantic. Donc, si tu avais un livre qui ne soit pas de ton espace géographique, c'est-à-dire qui ne soit pas des Noirs du Canada, qui ne soit pas des Noirs de la Caraïbe, d'un autre espace noir dans le monde à conseiller. Donc, soit Noirs d'Europe, d'Afrique ou d'un autre espace. C'est-à-dire si tu en avais un à conseiller. Mais là, quelque chose que je lis et relis souvent, c'est Aimé Césaire en colonialisme. Tu trouves que ce texte-là, c'est tellement dans ce moment, tu sais, les faits qui parlent de le fait que le fascisme est déjà arrivé pour les personnes noires, c'est aussi, qu'est-ce qu'il dit, c'est aussi réel à ce moment que là-bas. Je trouve que, spécialement, mais parce que c'est vrai, pour les personnes noires, on a vécu genre 500 années du fascisme, mais aussi on est dans un moment où c'est beaucoup plus aigu avec Trump, avec Bolsonaro, avec tout ça qui arrive. Alors je trouve que ce livre est toujours peu puissant à propos de décrire exactement le fascisme du présent pour nos mondes, qui nomme aussi la colonisation comme et l'esclavage comme central du projet européen, et on peut s'éloigner aussi du projet nord-américain d'une civilisation qui est barbarique. That's barbaric, you know? Je trouve qu'il y a quelque chose pour la nommer si clairement, si lucidement que ça, qui est quelque chose que j'arrête pas. En fait, c'est super intéressant que tu prennes ce discours parce qu'en ce moment, en France, depuis quelques mois, comme on est dans l'ère du libéralisme sécuritaire et du libéralisme fascisant, le président Macron, qui est ni de droite ni de gauche, mais un peu de droite quand même, a décidé pour assurer son élection qu'il faut investir sur la question raciale et être plus royaliste que le roi dans le racisme.
Et il pousse dans les médias, des membres de son gouvernement, mais aussi les éditorialistes, le terme ensauvagement, qui est utilisé par Aimé Césaire pour parler du barbarisme du projet colonial. Mais il retourne ce terme en disant que la France s'ensauvage, qu'il y a un ensauvagement en France, et cet ensauvagement, il est porté par nous, par les Noirs, par les Arabes, par voilà, donc l'ensauvagement, et ce terme, il est utilisé. Et ce terme qui vient de l'extrême droite est complètement détourné de son propos, retiré de son contexte, etc., pour décrire comme si la France était un pays de paisibilité, de pacificité, vraiment de gens qui sont gentils, vraiment des gens gentils, et ils sont ensauvagés comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui est... qui ne fait pas de sens au vu de l'histoire de la France, mais aussi de l'Europe, comme un endroit de guerre perpétuelle. C'est-à-dire que là, on a... c'est la première fois qu'il y a 60 ans de paix sur ce continent, de guerre, de massacre de leurs voisins, des autres, de machin, de dire qu'en 2020, ce sont les autres qui ensauvagent ce territoire. Donc, en effet, Aimé Césaire est toujours d'actualité. Exactement. Je suis pas contente que ça se porte aussi bien sur ton analyse maintenant que là-bas, mais quand même, c'est ça. On a tellement envie. Mais nous, on a comme résidence dans les civilisations qui ne voient pas de partie des autres, mais qui ont eu tout le pouvoir, toutes les richesses, toutes les ressources par les volets des Africaines, comme les, tu sais, comme les captifs et aussi les ressources dans le continent Afrique, dans la Caraïbe. C'est pas quelque chose qui a fini, qui est dans le passé quand même. C'est un barbarisme qui continue avec les États-Unis, avec le AFRICOM, avec le Canada, la France, les États-Unis, avec le coup d'État en Haïti. Et là, toutes les sous qui sont sortis. Alors, on est toujours dans le colonialisme, on est toujours dans le barbarisme de part des Européens, des Nord-Américains. Mais il ne peut pas l'avoir, même dans un temps où on voit que l'environnement comme is on fire, tu sais, le monde s'allume en feu à cause qu'il y avait tellement un barbarisme contre les autres êtres humains, contre la nature. Non, mais vraiment, c'est un projet d'exploitation de l'autre, du rapport au monde, de la ressource illimitée dans l'exploitation, dans tout. Donc, un projet barbare. Donc, on va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup, Robin. Merci d'avoir accepté d'être ensemble des deux côtés des frontières. Mais je pense que c'est ça, de Black Atlantic, de Nord-Atlantique, c'est qu'on se retrouve dans un espace qui est infini, qui est infiniment vaste. Le fait d'être noir et de partager cet espace commun malgré les frontières que nous n'avons pas choisies et les frontières qu'il faut traverser. Donc, et merci l'Internet aussi, c'est vraiment pratique. Et donc voilà, merci encore Robin. Et merci beaucoup Fania. Donc c'était le premier épisode de Noir Atlantique que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Fania_Noël ou Twitter Fania Makaya. Kizu Studio est un projet militant et bénévole. Vous pouvez le soutenir sur kizustudio.org et proposer vos idées de podcast. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une autre invité. D'ici là, portez-vous bien.